Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous faites bien. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission, l'essentiel de l'économie, censée effectivement décrypter l'actualité économique vue de la rédaction de votre chaîne. Nous allons aborder aujourd'hui trois sujets. Tout d'abord, la session parlementaire de septembre 2025, une session censée voter la loi des finances exercice 2026. Est-elle menacée par une éventuelle instabilité institutionnelle au niveau du Parlement congolais? C'est en tout cas ce que pourrait laisser entrevoir le développement des événements sur le terrain. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, semble désormais être sur une chaise éjectable. Au total, 131 signatures sont déjà collectées et le processus se poursuit. 131 signatures collectées pour son éviction de ce poste au Parlement. Et si jamais ce feuilleton arrivait à déstabiliser justement cette session de septembre, et si le budget n'est pas voté au cours de cette session, qu'adviendra-t-il pour l'économie de la République démocratique du Congo? Nous allons nous poser ces questions dans cette émission. Et puis, c'est une véritable course contre la montre dans laquelle est désormais engagé le gouvernement, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la mobilisation des recettes publiques. L'État congolais, à travers justement ses différentes régies financières, doit mobiliser plus de 10 000 milliards de francs congolais en l'espace de 4 mois pour pouvoir espérer atteindre les assignations budgétaires de l'exercice 2025. Ce pari sera-t-il atteint par le gouvernement de la RDC? Nous nous posons cette question dans cette émission et puis nous terminerons par l'affaire Mutamba. Le verdict est tombé depuis quelques jours maintenant. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a été condamné pour détournement des fonds publics. Mais ce projet va bien au-delà, vous allez le voir dans cette émission, au-delà justement des faits divers. C'est l'histoire d'une chute spectaculaire, d'un combat contre la corruption qui se retourne contre celui qui la prônait justement. Au-delà du jugement, une question se pose. Cette condamnation est-elle le signe d'une justice véritablement indépendante en République démocratique du Congo ou tout simplement l'aboutissement d'un règlement des comptes bien orchestré et bien ficelé? Toutes ces questions, nous les poserons dans cette émission. Une fois de plus, bienvenue dans l'essentiel de l'économie. Bienvenue une fois de plus dans votre magazine et pour décrypter l'ensemble de tous ces sujets, je ne suis pas seul sur ce plateau, comme d'habitude, accompagné de Tony Antoine Dibendila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lumbala, merci une fois de plus pour ces numéros. C'est un plaisir pour moi de prendre part essentiel des locaux d'aujourd'hui. Tout à fait. Merci Tony Dibendila d'être là. Bonjour Igor Biwaka. Bonjour Patrick. Merci en tout cas de me recevoir encore une fois de plus. Merci beaucoup à vous deux messieurs d'être là pour décrypter ensemble avec nous ces différents sujets. Comme je l'ai annoncé, on commence tout de suite par la session parlementaire de septembre 2025. Une session comme à l'accoutumée, la plus importante d'ailleurs de l'année en RDC parce que c'est elle qui détermine le budget de l'exercice de l'année suivante et dans les cas de figure, il s'agit du budget 2026. Alors justement, le vote de ces budgets à l'Assemblée nationale et au Sénat est-il tout simplement menacé à ce qui pourrait s'apparenter à une prochaine instabilité institutionnelle au niveau du Parlement congolais avec tout un bureau de l'Assemblée nationale qui semble désormais être sur une chaise éjectable? On voit tout cela dans cet élément et on se retrouve après pour en décrypter. La rentrée parlementaire du 15 septembre en République démocratique du Congo s'annonçait comme une session purement budgétaire focalisée sur la loi des finances 2026. Cependant, un vent de crise politique soufflait sur les palais du peuple, menaçant de faire de cette période une des plus incertaines de l'histoire récente de l'institution. L'essor du budget est suspendu
à celui de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, dont les fauteuils semblent désormais éjectables par une possible motion de censure. Traditionnellement, la session de septembre est un marathon législatif où le gouvernement dépose les projets de budget et où les députés, après des semaines d'examen en commission, les votent avant le 15 décembre. C'est l'acte de gouvernance le plus important de l'année. Or, une possible destitution de Vital Kamerhe créerait une instabilité institutionnelle pas la moindre. Une telle action paralyserait non seulement l'Assemblée, mais aussi l'ensemble du processus budgétaire. Qui dirigera les débats? Qui mettra à l'ordre du jour les projets de loi des finances? En cas de vide de pouvoir, l'Assemblée nationale deviendrait une coquille vide, incapable de fonctionner et le budget de l'État se retrouverait en otage. Si la crise politique se prolonge et que le budget 2026 n'est pas voté dans les délais, l'État congolais se trouverait dans une situation délicate. Deux options peu réjouissantes s'offriraient alors au gouvernement. Premièrement, le régime des 12e provisoires, l'État ne pourrait dépenser chaque mois que 1/12 du budget de l'année précédente. Ce système, bien que légal, est un frein au développement. Il rend impossible le lancement de nouveaux projets d'investissement, le financement des nouvelles infrastructures ou la mise en œuvre des réformes ambitieuses promises par le gouvernement. C'est le signal d'un pays qui tourne au ralenti. Deuxièmement, la reconduction du budget de 2025. Cette option, également envisagée, signifie que le budget de l'année en cours est reconduit pour l'année suivante. C'est un pis-aller qui bloque les perspectives de croissance et d'ajustement aux nouvelles réalités économiques. Alors que les calculs politiques se font en coulisses, c'est les citoyens congolais qui risquent d'en faire les frais. L'incapacité à doter un budget moderne et adapté signifie moins d'investissements dans la santé, l'éducation, les infrastructures routières ou l'agriculture. Les retards des salaires pour les fonctionnaires, les manques de moyens pour les hôpitaux ou les écoles deviennent une menace tangible. Cette crise politique, loin d'être un simple règlement des comptes, pourrait se traduire par des conséquences directes sur les quotidiens des millions de Congolais. La loi des finances n'est pas qu'un document technique, elle est le reflet des ambitions d'une nation. En la sacrifiant sur l'autel de lutte des pouvoirs, c'est l'avenir du pays qui est mis en péril. Rebonjour Tony-Antoine Dibendila. Bonjour Patrick. Alors justement, le bureau de l'Assemblée nationale sur une chaise éjectable, alors que la session parlementaire de septembre 2025, qui est censée s'ouvrir le 15 septembre, la plus importante d'ailleurs de l'année, parce qu'elle vote la loi des finances pour l'année prochaine, semble aujourd'hui être menacée par ce feuilleton qui vise le bureau de l'Assemblée nationale. De quoi s'agit-il d'abord sur le terrain et que reproche-t-on au bureau actuel de l'Assemblée nationale? C'est regrettable en tout cas, il faudra le dire dès l'entrée des Jeux. Cette session de septembre qui est essentiellement budgétaire, c'est-à-dire qui doit tracer les grandes lignes de la gouvernance publique pour l'année prochaine. Mais malheureusement, cette session risque d'être déstabilisée par ce qui se prépare. Et donc, nous selon les éléments d'information que nous avons, les députés pensent dès l'ouverture de la session fragiliser, c'est-à-dire faire tomber les présidents du bureau et d'autres membres de ces bureaux. Il y a déjà une pétition qui récolte des signatures depuis le 29 août dernier. Il y a une centaine de signatures déjà récoltées. Et cela met en avant les caractères assez c'est-à-dire que la priorité que les élus nationaux accordent aux éléments qui sont non essentiels. Parce qu'aujourd'hui, on se dit qu'on veut faire privilégier, comme toujours, les raisons politiques. Parce que vous avez posé la question, pourquoi on veut poursuivre Vital Kamerhe? Mais ce sont des questions qui relèvent justement des députés nationaux. Ils s'inquiètent, ils disent qu'ils ne sont pas bien pris en charge, il n'y a pas
des émoluments sont mal payés, il y a des questions de santé qui ne sont pas prises en charge par les bureaux, mais ils s'inquiètent pour leur propre vie. Ils ne prennent pas en compte le peuple congolais dans son ensemble. Ils posent des problèmes qui relèvent de l'ère sociale, de leur propre social. Mais si on évalue les niveaux de vie d'un élu national à l'échelle de la République, si on regarde le vie d'un Congolais lambda, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Est-ce que un tel message peut passer auprès de l'opinion publique, auprès du Congolais lambda, des millions qui sont là, savoir que les députés nationaux à l'Assemblée nationale se plaignent pour leur propre vie, alors qu'il y a des questions importantes telles que les budgets de l'État, la loi de finances, l'exercice 2026 qui doit être analyser des fois en comble, mais si aujourd'hui on bloque cette session, et pourquoi d'ailleurs quand bien même, c'est tout à fait normal, une motion et autres, c'est tout à fait normal vouloir faire partir les présidents du bureau de l'Assemblée nationale, c'est un droit légitime des élus nationaux, ça c'est compréhensible, mais pourquoi attendre une session si stratégique, une session budgétaire, je l'ai dit ici, qui trace les grandes lignes pour 2026 pour vouloir déstabiliser. Ça va empiéter sur les vrais les questions prioritaires de la gestion de l'État pour faire privilégier des questions d'ordre politique, des questions d'ordre social qui ne concernent que une petite partie des Congolais qui sont là, ici je parle des députés nationaux. Voilà, c'est ça justement le problème. Faire privilégier des questions politiques alors que des vraies questions budgétaires vont rencontrer véritablement de problèmes. Aujourd'hui, ils veulent privilégier, je vais chuter, ils veulent privilégier les questions, c'est-à-dire leurs questions, des problèmes sociaux qui portent sur les députés nationaux. Bon, d'accord. Et après avoir fait tomber les présidents et d'autres bureaux, ils vont privilégier, c'est-à-dire que l'élection de notre président, et alors le budget de l'État va attendre, alors que la loi oblige qu'il y ait un budget pour... Au-delà de ça, on ne peut pas gouverner la République sans budget. C'est-à-dire on veut faire entrer la République dans un imbroglio, dans une situation compliquée, inutilement pour des raisons privées, d'ordre privé, qui concernent les députés nationaux. C'est cela le problème. Tout à fait. Alors, Igor Biwaka, je l'ai dit ici, au moment où nous tournons cette émission, c'est déjà 131 signatures qui sont collectées contre la seule personne du président de l'Assemblée nationale pour son éviction justement de ces postes-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les dés sont déjà jetés pour la chute de Vital Kamerhe et par conséquence toute l'instabilité qui va advenir après avec tout ce qu'on connaît comme conséquence sur le vote de ces budgets stratégiques pour l'économie du pays? Alors, Patrick Lumbala, je trouve que le moment est très très mal choisi. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment à l'approche, n'est-ce pas, d'une session parlementaire qui est essentiellement budgétaire, ou en tout cas les élus nationaux devraient se concentrer sur les priorités étatiques. Et quand on parle budget, c'est en fait ce qui, n'est-ce pas, régit un État au cours de l'exercice précédent. Exactement. Et là, on est à l'exercice N, donc si on prévoit les prévisions de l'exercice N+1, on devrait plus se concentrer sur les priorités, voyez-vous. C'est vrai, l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie, donc on peut faire valoir, n'est-ce pas, nos opinions comme bon nous semble, mais seulement, il ne faudrait pas que n'est-ce pas, je dirais, des préoccupations d'ordre, je dirais, égocentrique puissent primer sur les questions d'intérêt général. Je me pose la question sur la nécessité, n'est-ce pas, de faire tomber les bureaux actuels. C'est quoi l'urgence de faire tomber les bureaux actuels? Du moment où vous savez pertinemment que la rentrée parlementaire qui est, n'est-ce pas, en cours, devrait en fait statuer sur les budgets. Entre d'abord, puisque c'est vrai que les mobiles, c'est vrai, les mobiles peuvent être beaucoup plus valables, tout en logique, puisqu'ils parlent en fait de questions d'une certaine opacité dans la gestion de fonds en termes, n'est-ce pas, de cette chambre du Parlement. C'est vrai que ça peut faire l'objet, n'est-ce pas,
notion de défiance, mais le plus important d'abord, la question que l'on devrait prioriser, c'est la question évidemment du budget. Tout à fait. Patrick, vous savez, on a du mal, on a du mal par moment, n'est-ce pas, à atteindre nos assignations budgétaires. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment les mobiliser. On a du mal à allouer les crédits budgétaires de manière équitable, question de permettre encore de promouvoir le développement de la République démocratique du Congo. C'est là qu'on devrait mettre, les élus nationaux devraient mettre toute leur intelligence pour voir comment, quel secteur prioritaire toucher, quel secteur privilégié pour que, n'est-ce pas, les incidences, n'est-ce pas, de ces lignes budgétaires que l'on va assigner, on va attribuer à chaque secteur, puissent avoir un impact direct sur les vécus de la population lambda, ce qui n'est pas malheureusement fait. On a comme l'impression que les personnes que nous élissons pour nous représenter regardent d'abord en avant-plan leurs propres intérêts personnels. Tout à fait. Parce que s'il s'agissait en fait de Ça, regarder, c'est une évidence, Patrick Lumbala. Parce que la population, la pauvre population que nous sommes, nous nous échinons à accorder notre confiance auprès de personnes qui, lorsqu'ils arrivent sur l'hémicycle, dans l'hémicycle, n'accordent aucun intérêt sur les questions de la population. C'est vrai, on fait quand même fi, n'est-ce pas, de parler au nom de la population, on fait quand même fi de parler au nom des besoins de la population, mais malheureusement, on n'arrive toujours pas à voter, à légiférer, à voter de lois qui vont changer même le statut social du citoyen lambda, encore du Congolais lambda, qui peine, Patrick Lumbala, à nouer le debout du mois. Voyez-vous, la conjoncture économique est tellement jugulente, autant que ça ne permet pas, n'est-ce pas, à ces citoyens lambda de se trouver. Exactement. Alors, Igor Bioka, je reste avec vous. Lorsqu'on connaît l'environnement, le paysage politique congolais, on sait que ces genres d'initiatives, quand ça commence, on sait comment ça commence, mais souvent, on sait aussi comment ça se termine, par une instabilité institutionnelle. Alors, dans cette éventualité-là, où le budget sera probablement affecté, ou l'exercice, on va dire, le traitement du budget 2026 sera probablement affecté, qu'est-ce qui peut advenir après? Vous savez, on ne le souhaite pas que ça arrive, comme vous l'avez dit par moment, dans le cas d'espèce. La loi prévoit que premièrement d'abord, que l'on revienne sur le 1/12, je crois, le 1/12 du budget de l'année N, c'est-à-dire de l'année en cours, évidemment. C'est-à-dire que c'est qu'on va ramener pour l'exercice N+1, c'est-à-dire l'exercice de l'année 2026. Mais dans le cas d'espèce, c'est-à-dire que vous allez appliquer, je dirais, des prévisions budgétaires restrictives. Donc, dans le cas d'espèce, cela ne permettrait pas, en fait, premièrement d'abord, de pouvoir répondre à un certain nombre de besoins. Tout à fait, tout à fait. Parce que les besoins de l'année N ne sont pas les besoins de l'année actuelle. Pas du tout. Tout à fait. Puisque la réalité change. Encore faut-il ajouter le fait que la période critique que nous traversons, cette période critique où la République démocratique du Congo est agressée, où quand même les efforts que nous consentons, n'est-ce pas, sont en partie également dirigés vers, n'est-ce pas, le soutien de l'effort militaire et autres. Donc, il faudrait également voir cet aspect de choses, Patrick Lumbala. Donc, je trouve que ça va un tout petit peu, tant soit peu, paralyser et fragiliser même le contexte économique de la République démocratique du Congo, fragiliser la conjoncture économique de notre pays. Et c'est le moment, en fait, pour les élus nationaux d'essayer, tant soit peu, de réfléchir, de voir dans quelle mesure revenir sur une décision qui sera beaucoup plus adéquate. Alors, Tony Antoine Dibendila, Igor l'a dit, justement, on ne le souhaite pas, mais à quoi doit-on s'attendre dans une telle éventualité de non-vote, par exemple, parce qu'on sait que ces genres d'initiatives peuvent très facilement aboutir à une certaine cristallisation de toute une session, aussi stratégique soit-elle. On s'attend à quoi, finalement? Mais je crois que les députés ont clairement montré leur position. C'est d'abord eux. C'est-à-dire qu'ils veulent faire partir les présidents et on sait qu'on ne peut pas voter le budget d'exercice 2026 avec un bureau incomplet. Ils vont vouloir se doter d'un autre président. Mais ce qui m'étonne déjà, c'est que parmi les éléments soulevés par les élus nationaux, ils exigent au bureau, c'est-à-dire au président, des véhicules. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de véhicules, n'ont pas été dotés de moyens de mobilité. Bref, pour faire simple, ils disent qu'ils n'ont pas de véhicules. On doit revenir encore à l'épisode de Palissade. Voilà, ils disent que de la législature passée. En réalité, ils disent qu'ils vont punir la République parce qu'ils n'ont pas de véhicules
ils vont punir la République parce qu'ils ont des émoluments qui viennent à compte-gouttes. Ils disent que ce sont des miettes. Et d'ailleurs, ils ont ces émoluments-là. Ils disent qu'il y a opacité dans la gestion des fonds à l'Assemblée nationale. Mais ils posent des problèmes qui tournent sur eux. C'est-à-dire que les 100 millions de Congolais restés qui ont envoyé des élus nationaux, 500 individus à l'Assemblée nationale. Bon, ils ne sont pas 500 aujourd'hui parce qu'il y a des territoires qui n'ont pas pu connaître des élections législatives. Et donc, on envoie, les Congolais, on voit ces 400 et quelques députés nationaux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour exiger leur propre... c'est-à-dire que l'amélioration de leurs propres conditions de vie. C'est ce qu'ils exigent. Nous n'avons pas de véhicule. C'est-à-dire que s'ils font partie, s'ils arrivent à faire partir les présidents, c'est-à-dire à déstabiliser la session budgétaire, ils vont vouloir organiser rapidement une élection pour avoir un autre président. Et quand cet autre président viendra, ils vont les coincer pour que lors du procès soit pris en compte, c'est-à-dire que l'amélioration des conditions de vie soit prise en compte. Ils ne vont pas poser le problème du peuple, parce que le problème du peuple devra essentiellement passer par la loi des finances exercice 2026, cette loi qu'ils vont empiéter, et donc cette loi qu'ils ne veulent pas prendre en compte. C'est cela tout le problème. Nous avons dit aujourd'hui qu'il y a la motion, d'accord, vous n'êtes pas content de votre président, c'est vous qui avez élu ces présidents-là, ok, mais pourquoi attendre la session budgétaire justement parce qu'ils savent que tout le monde aura les regards tournés vers le vote de ces budgets et que la tension sera beaucoup plus forte. Il y aura donc beaucoup plus de pression et beaucoup plus de projecteurs. Mais après, il y a des calculs politiques derrière aussi qui tirent des ficelles, point d'interrogation. Est-ce que les élus et nationaux ne pouvaient attendre que cette période? C'est aussi la question qui revient. Et donc, c'est pourquoi ici, il faudra noter une chose. La priorité des députés nationaux, c'est d'abord eux. Tout à fait. On travaille pour nous-mêmes. En tout cas, c'est ça le message. Et on va terminer par là. C'est ça le message que l'action qu'ils veulent lancer, en tout cas, passe dans... Tout à fait. C'est le message qu'ils font passer dans l'opinion. Et on va terminer par cette question, Tony Dibendila. Est-ce que les députés ont choisi une voie délibérée de mettre en danger le budget de toute une république? Je dirais, je l'ai dit tantôt, pour faire simple, les élus nationaux veulent punir le peuple pour des raisons qui relèvent de leurs conditions de vie, de leurs conditions sociales. Effectivement. La même question chez vous, Igor Biwaka. Le budget aujourd'hui est-il tout simplement en danger? Le budget 2026 est-il tout simplement en danger? Quand on sait qu'un pays sans budget, on voit ce qui se passe sous d'autres cieux, c'est un blocage total de l'appareil de l'État. Est-ce que les députés s'inscrivent dans cette logique-là? Mais Patrick, je l'ai dit tantôt ici, que le moment était très mal choisi. Puisque là, on est en train de réfléchir sur comment améliorer, n'est-ce pas, les budgets de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est à combien? On est à 17 milliards de dollars américains. Logiquement, c'était 13 milliards, comme l'avait dit tantôt, en fait, le VPM du budget. Tout à fait. Un pays comme le nôtre, est-ce qu'on peut avoir un budget qui n'arrive même pas à atteindre 20 milliards de dollars américains? C'est la question se pose. Et même quand on a 20 milliards de dollars américains, quelles sont les priorités qu'on accorde, n'est-ce pas, pour ces budgets-là? On se rend compte que c'est pour nourrir les institutions, c'est pour alimenter les institutions. Qu'est-ce que la population gagne derrière ces budgets? Il y a des projets prioritaires. Aujourd'hui, la plupart des États du monde se concentrent, n'est-ce pas, sur la recherche technologique scientifique. Quelle part on accorde pour la recherche en République démocratique du Congo? Pourtant, il y a quand même des jeunes qui ont des projets, qui sont porteurs des projets. Quelle part on accorde pour ces jeunes entrepreneurs-là qui manquent de crédit? Quelle part on accorde pour les acteurs, n'est-ce pas, de l'agriculture qui n'ont pas assez de moyens conséquents pour le financement? Est-ce impossible pour la République du Congo d'avoir, n'est-ce pas, la banque agricole? Surtout, n'est-ce pas, de ces projets qui sont porteurs, qui peuvent impacter positivement le choix de la population, que les élus nationaux, n'est-ce pas, devraient, n'est-ce pas, je dirais, c'est basé, c'est focalisé. Malencontreusement, comme on l'a dit ici, les intérêts égocentriques, n'est-ce pas, priment sur les questions d'ordre général et surtout d'intérêt public, ce qui est lancinant et même déplorable de l'avoir, n'est-ce pas, de voir ça de la part de ces personnes-là qui représentent plus de 120 millions d'âmes en République démocratique du Congo. On espère qu'ils ne vont pas tomber dans
ils ne vont pas faire en sorte que les pays puissent tomber dans un fossé total, afin que nous puissions en tout cas réfléchir sur l'éventualité d'un budget beaucoup plus conséquent et qui va, n'est-ce pas, aider la population à se relancer du point de vue économique. Et on rappelle même que le ministre du Budget est en train de travailler en ce moment d'arrache-pied pour pouvoir présenter à la Première ministre un budget déjà au complet afin que le gouvernement dans son ensemble présente ou dépose ces derniers à l'Assemblée nationale à partir du 15 septembre, date indiquée pour la reprise le début de la session parlementaire de septembre 2025 et nous suivrons tout cela avec beaucoup d'intérêt sur Ecofin Télévision. Et nous changeons tout de suite des chapitres pour aborder autre chose, comme annoncé dans l'entame de cette émission. C'est une véritable course contre la montre dans laquelle est désormais engagé le nouveau gouvernement dit Souminois 2 en ce qui concerne la mobilisation des recettes publiques. Malgré le fait qu'au mois d'août 2025, l'État a mobilisé 103% des prévisions budgétaires, ce qui a représenté un chiffre d'un peu plus de 1900 milliards de francs congolais. Pour le seul mois d'août 2025, l'État congolais a, au-delà de tout cela, l'obligation, à travers ses régies financières, de mobiliser un peu plus de 10 000 milliards de dollars en 4 mois seulement, donc de septembre jusqu'à décembre. Alors ce pari sera-t-il atteint? Ce défi sera-t-il relevé par le gouvernement national? Eh bien, c'est ce que nous allons voir et on se retrouve l'instant d'après pour en parler. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Lukonde, a pris la tête d'une réunion de mobilisation de recettes pour le gouvernement Souminois 2, fixant un objectif colossal, collecter plus de 10 milliards de francs congolais d'ici la fin de l'année 2025. Le mois d'août a montré des signes encourageants avec 1955,6 milliards de francs congolais collectés, soit 103% de prévision mensuelle. Les régies financières de la DGDA, 105%, et de la DGI, 108%, ont dépassé leurs objectifs, confirmant leur rôle de moteur de la machine fiscale. Malgré la performance globale, un maillon faible persiste. La DGRAD n'atteint que 88% de ses prévisions, laissant un gap significatif à combler. Les experts et les observateurs estiment que son redressement est crucial pour la réussite du plan global de mobilisation. Le ministre Fwamba est conscient du défi. Sa stratégie repose sur les réformes structurantes, la digitalisation des procédures pour réduire la fraude, l'extension du système Logirad au secteur judiciaire, la réforme de la facture normalisée et l'actualisation du plan stratégique. L'objectif est clair, élargir l'assiette fiscale et simplifier les procédures pour transformer l'effort des collectes en une source de revenus durables. Un pari risqué, la question centrale demeure. L'État congolais saura-t-il mobiliser plus de 10 milliards de francs congolais en seulement 4 mois? Le chemin à parcourir est immense et le rythme de collecte devra s'accélérer drastiquement pour atteindre l'objectif. Le ministre a appelé à une discipline accrue et à une gouvernance exemplaire, mais la crédibilité budgétaire de l'État dépendra de sa capacité à transformer ces réformes en résultats concrets. La réussite de ces paris conditionnera non seulement la stabilité macroéconomique, mais aussi la confiance des investisseurs et la capacité du gouvernement à financer ses projets de développement. Les temps pressent et les pressions sur les régies financières pour prouver que les promesses des réformes peuvent se traduire en milliards de recettes. Alors, Tony Antoine Dibendila, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a donc présidé, c'était déjà le 3 septembre, le mercredi 3 septembre 2025, la toute première réunion sur la mobilisation des recettes depuis l'installation du gouvernement Souminois 2. Et ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a un défi énorme qui l'attend, 10 000 milliards à mobiliser jusqu'en décembre 2025, un défi atteignable? Oui, je crois que aujourd'hui la dynamique est en place. Nous avons vu
D'ailleurs, récemment, les vice-premiers ministres en charge du budget, Adolphe Muzito, aux côtés du ministre des Finances et les responsables des régies financières, en tout cas, revenir sur la question, la mobilisation et encore la mobilisation de recettes publiques. C'est-à-dire que l'idée ici est de faire des choses de telle sorte que la République puisse avoir plus de ressources propres en termes de budget, parce que, vous le savez, on était autour de 9 milliards, et puis on a entendu Adolphe Muzito prévoir jusqu'à 13 milliards, en tout cas son souhait pour l'exercice prochain, mais déjà aujourd'hui, il a pu mettre en place la dynamique en collaboration avec Doudou Fouamba, mais il faudra relever une chose. Ces derniers mois, on voit de plus en plus nos régies financières, en tout cas, dépasser les prévisions. Tout à fait. Ils ont fourni beaucoup d'efforts et puis ce sont des éléments qui aujourd'hui nous permettent de rêver davantage, et surtout qu'il y a eu, vous l'avez vu, dernièrement le lancement de la facture normalisée. C'est aussi une réforme qui vise permettra de collecter davantage à mobiliser davantage les recettes publiques, et donc et c'est un outil à la disposition également de nos régies financières. Donc aujourd'hui, oui, on peut rêver, on peut croire, mais il faudrait également avoir qu'il y ait plus des réserves, qu'il y ait plus de prudence, parce qu'en voulant aller aussi un peu plus vite, c'est-à-dire que on peut également rencontrer des défis énormes. Déjà, nous savons qu'il y a cette guerre à l'Est qui fait perdre également des millions et des millions de dollars chaque mois à l'État congolais. Et donc, il y a des défis. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on prend le tableau général de janvier jusqu'à août, on se rend compte que l'État n'a pas vraiment atteint les assignations telles que ça a été prévu. Est-ce que c'est à mettre uniquement sur le dos de la guerre à l'Est? Non, pas uniquement, mais principalement. Nous le savons, c'est pas rien. On n'a plus les contrôles des Goma, on n'a plus le contrôle des Bukavu et des pans entiers des provinces du Nord Kivu et des Sud Kivu. Nous savons que ce sont des millions et des millions de dollars dans le secteur minier, des millions et des millions de dollars des recettes publiques qui s'évaporent aujourd'hui. Et vous savez, c'est une situation assez lamentable pour l'État congolais, mais surtout pour les finances publiques et le peuple congolais. Et donc l'État n'est plus capable de mobiliser dans ces territoires qui sont aujourd'hui sous occupation des forces ennemies, des forces rwandaises et les autres Congolais qui ont rallié la trahison. Et donc aujourd'hui, la réalité est qu'il y a plusieurs défis. C'est pourquoi d'ailleurs il y a je crois, un collectif budgétaire qui a quand même réduit le budget, en tout cas à 17,5 milliards de dollars américains, justement parce qu'il y a des défis. L'État, il fallait prendre en compte cet aspect des choses. Mais déjà aujourd'hui, si on se rend compte que les prévisions, je crois, pour certains mois ont été dépassées. Je crois qu'il est possible de continuer à arriver à fournir des tas d'efforts pour que les trésors publics et les caisses de l'État soient renfloués. Tout à fait. Alors, Igor Buaka, on sait que la grande échéance est déjà passée. 10 000 milliards à mobiliser en 4 mois. Petit calcul simple. 10 divisé par 4, ça fait 10 000 divisé par 4, ça fait 2500. Évidemment. Ça veut dire 2500 000 milliards par mois. Quand on sait que la grande échéance est déjà passée, est-ce que c'est atteignable? Alors, dire oui de manière aussi abrupte serait illogique. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit tantôt ici, on sait bien que l'échéance fiscale du mois d'avril, au 30 avril, c'est une échéance capitale pour la mobilisation, n'est-ce pas, de recettes de la part des régies financières en termes, n'est-ce pas, de l'impôt sur les bénéfices et profits en République démocratique du Congo. Et comme on l'a rappelé tantôt ici, que le pays, depuis, n'est-ce pas, la guerre d'agression
rwandaise, surtout depuis les débuts de cette année. On a comme l'impression qu'à la fin de chaque mois, on a du mal à atteindre, les régies financières principalement, du mal à atteindre les assignations mensuelles qui leur sont assignées. Déjà, il n'y a que peut-être le performance tout autant pour la Direction générale des impôts, qui par moment arrive, n'est-ce pas, à dépasser même ces assignations mensuelles qui lui sont évidemment, permettez-moi la redondance, assignées. Mais pour les autres, comme la DGDA ou encore la DGRAD, elles ont du mal à réaliser leurs assignations. On rappelle par exemple que pour le seul mois d'août 2025, la DGI a mobilisé jusqu'à 108% de ce qui lui était assigné, soit un peu plus de 970 milliards. Évidemment, contrairement à la DGDA et à la DGRAD, qui ont à peine, n'est-ce pas, frôlé les assignations mensuelles qui leur ont été assignées. Donc, ce qui prouve à suffisance que, voilà, il y a encore d'énormes efforts à pouvoir faire. Mais en termes, n'est-ce pas, pour être beaucoup plus réaliste, 10 000 milliards à mobiliser en 4 mois, je ne vois pas un exploit. Cet exploit-là, c'est faire à la fin de cette année, mais je ne serai pas non plus pessimiste. Mais vous savez aussi ce que ça implique si cet objectif-là n'est pas atteint. Ça veut dire que le budget ne sera pas atteint. Évidemment, le budget ne sera pas atteint en termes de mobilisation des recettes. Oui, il faut qu'il y ait une loi rectificative. Voilà, il faudrait qu'il y ait une loi rectificative. Du moment où déjà on avait abouti à une loi rectificative du budget, alors il faudrait encore aboutir à une autre loi rectificative. Donc ça va un tout petit peu au fait chambouler les calculs que l'on s'était préalablement fait. En fait, la mobilisation des ressources propres en République démocratique du Congo demeure un énorme défi, n'est-ce pas, pour le gouvernement. Et je crois bien qu'ils vont, n'est-ce pas, se rendre compte des points qui n'ont pas peut-être marché, en dépit, comme on l'a tantôt dit ici, de certaines localités qui étaient pourvoyeuses de ressources, des recettes, et qui malheureusement, qui sont entre les mains de l'ennemi, de rebelles, ce qui ne fait pas en sorte que, n'est-ce pas, le peu de moyens que l'on recevait de ces localités-là puissent nous parvenir. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même un impératif de voir comment réguler les choses. Déjà, j'ai apprécié préalablement l'arsenal, n'est-ce pas, des mécanismes qui ont été pris en compte pour essayer un peu de maximiser la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Là, je fais peut-être évocation de l'extension du système Logira de la justice pour assurer évidemment la transparence des fonds en République démocratique du Congo. Je fais également évocation de la généralisation de la facture normalisée qui, en termes évidemment de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, il y a des revenus qui échappaient. Mais au vu de toutes ces réformes, on peut certainement, c'est optimiste quand même. Oui, en fait, on peut être optimiste, mais c'est 10 000 milliards de francs congolais n'est pas rien. Mais c'est ça, là où c'est le moment en fait, de saluer toutes ces réformes. Il y a également la révision du plan stratégique axé sur l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire il y a autant de réformes qui ont été entreprises. Pourquoi? Parce que l'État savait pertinemment qu'il y aura des couacs. Voyez-vous, il savait pertinemment ce ne sera pas facile de mobiliser toutes ces ressources-là sur fond d'une crise, sur fond de toutes les situations sur le plan interne comme sur le plan externe. C'est pour cette raison qu'ils ont mis en place tous ces mécanismes-là. On espère pour là, on est dans le domaine d'espoir, on espère peut-être que tous ces mécanismes mis en place, et si on est assuré, n'est-ce pas, avec efficacité l'orientation de tout ce qui a été dicté, peut-être qu'on pourra mobiliser, atteindre ces assignations annuelles qui ont été assignées, n'est-ce pas, aux régies financières. Exactement. Alors, Tony Dibendila, lorsqu'on prend le budget dans son ensemble, ça nous donne pratiquement en termes de francs congolais, près des 50 000 milliards. Mais on est dans les 49 000 milliards, les 17 milliards de dollars américains. En francs congolais, on est dans les 49 000 milliards. Mais déjà, en ce moment, on se retrouve au mois d'août. On doit mobiliser pour les 4 prochains mois 10 000 milliards. Ça veut dire que des efforts importants ont quand même été consentis. En dépit de la situation qui est difficile avec la guerre, vous l'avez évoqué d'ailleurs, plusieurs pans du territoire national qui étaient pourvoyeurs de plusieurs recettes à l'État, au gouvernement central, ne sont plus sous contrôle. C'est quand même
beaucoup d'efforts qui ont été fournis à ce niveau-là. Mais tout à fait, je l'ai dit tantôt. C'est pourquoi justement il fallait, on l'a largement abordé lors du le premier sujet, il faudrait qu'il y ait conscience, c'est-à-dire tout le monde doit être conscient de ce qui se fait, d'abord en termes des efforts de nos régies financières, mais aussi des autres institutions qui aident à ce qu'il y ait plus des recettes. Et donc, il faudrait qu'il y ait cette conscience-là. Mais lorsqu'on voit que on a tendance à aller alors qu'il y aura la session budgétaire s'ouvre, on l'a largement évoqué, je crois au premier thème, mais on a tendance et on est en train de voir que il y a des élus qui veulent aller dans un autre sens, ça décourage, ça c'est vrai, parce qu'il y a des gens sur le terrain, il y a des réformes qui sont menées au prix de beaucoup et beaucoup d'efforts, mais lorsqu'on se rend compte que d'autre part, il y a des gens qui se battent, et d'autre part, des politiques qui veulent freiner l'élan. Ça lance un mauvais message. C'est une sorte de discordance dans la volonté nationale, la volonté de tous d'aller vers l'avant. Parce que déjà, si on n'arrive pas à atteindre les budgets et espérer, c'est-à-dire qu'on devra aller peut-être, tu l'as dit ici, vers une nouvelle loi pour revoir les budgets. C'est-à-dire que c'est avec un parlement en feu. Un parlement en fait, ça sera du problème et de problème. C'est-à-dire quasiment tout sera bloqué. C'est pourquoi aujourd'hui, il faudra d'abord saluer les efforts consentis, saluer le fait que les régies financières sont en train de faire leur part, saluer la volonté de faire plus, imaginer, c'est-à-dire espérer atteindre 10 milliards, c'est-à-dire 10 000 milliards de francs congolais. Et en tout cas, il faut rester optimiste. Oui. Il faut rester optimiste parce qu'au vu de ce qui est déjà fait, atteindre ce montant-là, ça ne relèverait pas d'un miracle. Ça ne sera pas un miracle. C'est là pour voir véritablement qu'il y a eu des réformes, des réformes qui apportent des retombées positives, et ça donnera également la volonté d'aller beaucoup plus loin et d'exiger beaucoup plus au regard de ce qui a déjà été fourni comme effort pour l'instant sur le terrain. Tout à fait, effectivement. Alors, Igor Burkan, on termine par vous. En RDC, c'est 100 millions d'habitants, un peu plus d'ailleurs, mais seulement 100 000 assujettis, enfin 100 000 assujettis qui payent régulièrement leurs droits fiscaux, leurs devoirs, puisqu'on peut le dire ainsi. Est-ce que ce n'est pas le moment actuellement de s'interroger quand même sur cet état des choses? Des réformes sont en train d'être faites, mais pourquoi un pays comme le nôtre, avec autant de personnes, seulement un petit groupe de 100 000 doivent payer pratiquement pour tout le monde? Vous savez, la problématique, je dirais même la question du civisme fiscal en République démocratique du Congo reste un énorme chantier sur lequel les autorités devraient en fait s'épancher. Voyez-vous? Donc, c'est vrai, on est en train d'apporter un certain nombre de réformes, mais il faudrait, au-delà de ces réformes, s'apaisantir également sur la question du civisme fiscal. C'est très important. C'est très, très important. Et sans cette discipline, sans cette culture du civisme fiscal, c'est vrai, on aura toujours du mal par moment à mobiliser assez de ressources dont on a besoin pour l'éclosion de notre pays. Puisque par moment, même la population lambda ne se comprend pas. Mais pourquoi je vais payer les impôts? Pourquoi je vais faire ceci? Pourquoi je vais faire cela? Pour quelle finalité du moment l'euro? Donc il y a quand même un certain, je dirais, amalgame. Les gens ne savent pas se situer la raison pour laquelle on doit payer, on doit s'acquitter de nos devoirs, je dirais, fiscaux. Voyez-vous? Donc il faudrait que les autorités trouvent, je dirais, des mécanismes beaucoup plus poignants qui feront en sorte que, n'est-ce pas, que l'on mobilise assez d'assujettis. Et quand on a assez d'assujettis, vous l'avez dit en termes de chiffres, c'est plus de 100 millions d'âmes. Mais vous verrez qu'il n'y a que 100 000, je dirais, acteurs qui sont beaucoup plus impliqués dans la mobilisation des ressources intérieures. C'est en termes d'équilibre, c'est 1 sur 10. Tout à fait. Ça représente 1 sur 10, donc c'est rien, voyez-vous. Donc d'où, si vraiment on mettait également un accent beaucoup plus poignant sur la culture du civisme fiscal et qu'on mettait des mécanismes contraignants, n'est-ce pas, pour pousser quand même, puisque si on regarde toujours la bonne foi des gens, on ne va pas parvenir à cette finalité. Il faudrait quand même par moment pousser un peu plus fort, question en fait d'aider la population à comprendre
l'importance des acquittés de ces devoirs fiscaux, mais également et montrer à cette population que voilà, si on arrive à mobiliser assez de ressources, on pourra, dans la mesure du possible, combler aux multiples besoins n'est-ce pas, dont le pays, n'est-ce pas, a besoin pour son développement. Effectivement. Donc, on va suivre de très près l'évolution de ces sujets avec la mobilisation des recettes au niveau des régies financières, avec qui ont pour tutelle, effectivement, le ministère des Finances. On suivra donc de près l'évolution de la situation. On va donc changer également de chapitre pour aborder cette fois l'affaire Moutamba. Le verdict est tombé, vous le savez. L'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a été condamné par la Cour de cassation qui statue, on le rappelle, qui statuait, on va dire, en premier et dernier ressort pour toute affaire concernant un membre du gouvernement. Il a donc été condamné pour détournement des fonds public. Au-delà du jugement ou de l'arrêt de la Cour, une question se pose. Cette condamnation est-elle tout simplement le signe d'une justice véritablement indépendante en République démocratique du Congo ou l'aboutissement d'un règlement des comptes savamment orchestré? On voit tout cela et on se retrouve après pour en parler. L'affaire débute au cœur du ministère de la Justice, dirigé par Constant Moutamba, connu pour ses positions fermes, notamment son plaidoyer en faveur de la peine de mort pour les détourneurs de fonds publics. L'ancien ministre est mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics portant sur un montant de 19 millions de dollars. Ces fonds ont été destinés à la construction d'un centre pénitentiaire et à la prise en charge des victimes de guerre des Kisangani. Le parquet lui reproche l'absence d'autorisation du gouvernement pour ces marchés, le non-respect des procédures de passation et l'attribution du contrat à une société jugée de façade, sans siège social ni personnel qualifié. Face aux premières accusations et à une enquête du parquet, Constant Moutamba présente sa démission en juin 2025, clamant son innocence et dénonçant un coup de poignard dans le dos. Il s'est dit victime d'un procès politique, une thèse que ses partisans relayeront tout au long des audiences. Le procès s'ouvre le 7 juillet 2025 devant la Cour de cassation qui siège en premier et dernier ressort pour les affaires impliquant deux membres du gouvernement. Les audiences sont très médiatisées. Constant Moutamba, le point levé, il clame sa volonté de faire face à la réalité pour prouver son innocence, se positionnant comme un défenseur de la jeunesse face aux mafieux de la politique. Le ministère public, de son côté, s'appuie sur des preuves, notamment le transfert bancaire de fonds pour matérialiser le délit de détournement. L'affaire cristallise les tensions entre la volonté affichée du président Tshisekedi de lutter contre la corruption et les réseaux d'influence au sein de l'appareil d'État. Après plusieurs mois de débats et de plaidoiries, le verdict tombe le 2 septembre 2025. Constant Moutamba est reconnu coupable des détournements de fonds publics. Il est condamné à 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité, ce qui l'a interdit d'exercer toute fonction publique. La peine de travaux forcés n'étant plus appliquée en RDC, elle sera probablement commue en peine de prison. Le verdict prononcé par la Cour de cassation est définitif et ne peut faire l'objet d'aucun appel, ce qui met fin à cette saga judiciaire. Cette condamnation est un signal fort, mais elle est aussi un révélateur des défis persistants en RDC. Elle montre que, dans la lutte contre la corruption, personne n'est au-dessus de loi, même un ministre en exercice. Toutefois, le débat sur le caractère politique ou strictement judiciaire de ces procès continue d'alimenter les conversations, laissant un goût amer pour ceux qui rêvent d'une justice totalement indépendante. Alors Tony Antoine Dibindila, on vient de le voir, un feuilleton qui a débuté depuis quelques mois maintenant. Alors Constant Moutamba,
3 ans des travaux forcés prononcés dans l'arrêt justement de la Cour des cassations. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Mais c'était prévisible. Je commence par noter le fait que les verdicts, au lieu d'envoyer dans l'opinion publique un message du refus de l'impunité dans la gestion des fonds publics par la justice, mais renvoie plutôt le message d'une justice qui veut maintenir les mauvaises pratiques dans l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi je l'ai dit? Mais nous savons que c'est depuis le début d'ailleurs. On savait qu'il y avait bras de fer. C'est pourquoi parfois quand j'évoque ces procès Moutamba, et ça me fait rappeler une sortie médiatique de l'ancien ministre et porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, qui justement intervenait sur la question et a dit « Ce n'est pas normal que les magistrats du parquet s'en prennent à un membre du gouvernement qui veut faire appliquer la politique du gouvernement dans les secteurs de la justice. Parce que les mauvaises pratiques, oui, il y en a dans les systèmes, notre système judiciaire. Nous avons vu des dossiers, des détournements des fonds publics. Et après, on a vu qu'il n'y avait pas de condamnation. Je vais ici parler des 100 jours, par exemple. Personne n'est en prison. Et aujourd'hui, on a évoqué la question des lampadaires, de forage. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu de lampadaire, on n'a pas vu de forage. Mais qui est emprisonné? Mais l'argent a été décaissé par l'État congolais. Mais dans les cas précis, on voit que le fonds se trouve en banque. C'est-à-dire, nous avons tous suivi le procès. Nous avons suivi les experts de la Robank, nous avons suivi la saga depuis les débuts. Voilà, nous avons suivi l'expert de l'autorité des régulations de marché public. Mais ça a été clair. C'est-à-dire que, d'une part, il y a eu un besoin pressant de la construction d'une prison à Kisangani. Il y a des fonds. L'État autorise le décaissement des fonds parce que la loi l'a autorisé. D'autre part, l'État bloque ces mêmes fonds parce que l'État soupçonne, c'est-à-dire la justice soupçonne qu'il y a il pourrait y avoir détournement. Et après, on condamne celui qui devait porter ces projets. Et lors du verdict, vous avez entendu les juges dire que on lève cette mesure portant à détention de ces fonds dans les comptes des Robank, et donc on doit faire retourner ces fonds, les 19 millions de dollars, vers les comptes des Kitu-BCDC. Donc on voit que l'État, au moins dans ces procès, sait où se trouve l'argent. Il n'y a même pas eu un seul dollar. Même l'expert de la Robank l'a dit. Les ministres ne pouvaient pas s'octroyer ces fonds, mais nous avons entendu les juges dire que, voilà, les ministres voulaient enrichir Zion, une volonté d'enrichir Zion qui n'est même pas son entreprise, c'est pas lui les gestionnaires, pourquoi il voudra faire enrichir une entreprise tierce, qui était d'ailleurs appelée à conduire ces marchés. Et donc, c'est quasiment la case départ. Mais je ne voudrais pas ici prendre parti en faveur du condamné, l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. Je voudrais simplement ici relever un fait. Un fait est que on se rend compte que c'était un bras de fer qui a emporté les plus faibles. Et les plus faibles ici, c'était Constant Moutamba. Tout à fait. Et donc la justice a eu raison de lui. Nous avons vu dès le départ même les procureurs, à la veille du verdict, placés en résidence surveillée, tout ce qui s'est passé, la militarisation de ces procès, on a vu des unités de l'armée, de la police, on a vu même l'ancien ministre de la Justice être emmené vers la Cour de cassation dans un blindé de l'armée. C'est-à-dire que c'est pourquoi il fallait, est-ce que c'était nécessaire? C'est-à-dire c'est tous ces éléments-là autour de ces procès qui ont détourné l'attention du public au lieu de considérer le fait que la justice voudrait véritablement réprimer le détournement des fonds publics. Moi, l'opinion a eu l'impression que c'était M. Moutamba qui était
tout simplement maltraités. Tout à fait. Alors, Igor Biwaka, les téléspectateurs qui nous suivent voudraient avoir aussi une réponse claire et nette. Est-ce qu'à l'issue de ce procès que vous avez suivi d'ailleurs de près, est-ce que, au vu notamment du verdict et consorts, la question c'est, est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce que l'argent a disparu? Est-ce que, voilà, Mutamba a détourné de l'argent? Bon, détournement, non. Il y a eu intention du détournement, comme on l'a fait savoir. Selon Donc, l'arrêt de la Cour. Évidemment. Il a été au fait condamné sur fond d'une intention de détournement. Alors, si on regarde bien la condamnation, le prononcé du verdict Mutamba, pourquoi dans le chef de l'opinion nationale, ça s'apparente à un acharnement? On a ici fait mention d'un certain nombre de personnes qui ont eu à toucher directement derrière le fonds public de l'État. Qui n'ont jamais été revus. Beaucoup de projets, disparus. beaucoup de projets qui ont été annoncés avec pompe, dont on avait décaissé des millions de dollars américains. Je ne serai pas historiciste, je ne serai pas ici, je dirais, je ne veux pas remémorer les souvenirs passés, je ne veux pas citer le chien par son nom, je ne veux pas non plus remuer le couteau dans la plaie, mais on n'est pas dupe, Patrick Lumbala. On a vu, on a assisté à des procès, à des feuilletons, comme c'était au fait, à des feuilletons à l'allure, n'est-ce pas, d'une série hollywoodienne, croyant que ça allait aboutir à des finalités escomptées, mais on a vu que c'était juste du des théâtre. Finalités escomptées, ça veut dire quoi des finalités escomptées? Finalité escomptée, Patrick Lumbala, quand il s'agit de questions de fonds publics de l'État, quand il s'agit de questions de deniers publics de l'État, on ne joue pas avec. Parce que là, en fait, c'est l'avenir d'une nation. Vous savez, ces gens-là qui s'amusent à détourner les deniers publics, vous savez combien de gens ils tuent? Ce sont des assassins, Patrick, permettez-moi l'expression. Je serais peut-être cruel avec mes mots. Parce que vous prenez en otage l'avenir de tout un peuple. L'argent qui est, par exemple, dédié, destiné à la mise en place de forages, à la mise en place des lampadaires. Mais vous parvenez, vous vous amusez à les détourner, Patrick Lumbala. Vous savez, la lumière publique, c'est quelque chose de très important. Tout à fait. La lumière publique permet même, parce que dans les avenues où il y a quand même des lumières publiques, vous savez même, il y a des brigands, ils ont du mal. Ils ont du mal à opérer. Pourquoi? Parce que il y a de la lumière publique. L'argent a été décaissé pour la mise en place de forages dans des zones périurbaines, dans des milieux ruraux, où les gens manquent de l'eau, où ils n'ont pas accès à l'eau potable. Mais cet argent-là a été détourné et les responsabilités n'ont pas été partagées. On a condamné personne et c'est passé comme ça sous silence. Alors, condamner quelqu'un pour qui le fonds existe, c'est inintelligible dans le schéma mental de qui que ce soit. C'est vrai, on parle de l'état de droit. Si le procès Mutamba sera réellement un exemple pour dissuader ces détourneurs, j'acclame. Parce que c'est ça justement la question. Est-ce que c'est le signe que la justice congolaise devient véritablement indépendante et qu'elle dissuade? J'acclame. Même si vous êtes au gouvernement, en tout cas faites attention avec les deniers publics. Ben, tu sais, j'acclame, mais de manière ironique. Pourquoi de manière ironique? Parce que ça n'a pas commencé avec Mutamba, Patrick Lumbala. Ça a commencé avec beaucoup. On a ici rappelé le projet, 100 jours. Quand on l'a vu, on s'est dit, ben voilà, c'est l'état de droit. Mais ça devait quand même commencer avec quelqu'un, Igor Biwaka. Ça devait commencer quand même par quelqu'un. Mais ça devait commencer par quelqu'un. On l'avait vu, on avait cet espoir-là. L'espoir s'est érodé. Pourquoi? Parce que on a vu que tous les acteurs qui ont été interpellés, mais personne jusqu'à présent ne loge a pour résidence la prison Makala. Personne d'entre eux. Voyez-vous, Patrick et le plus important, et donc, avec Mutamba, sont disparus. Oui, les fonds se sont volatilisés. Les fonds sont volatilisés. Pourtant, c'était des projets à impact sociétal visible, Patrick. Mais malheureusement, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dissuader un Congolais, dissuader le Congolais lambda sur la condamnation de Mutamba, c'est difficile. Parce qu'on ne sait pas comment l'expliquer autrement. On ne sait pas comment l'expliquer autrement. Le fonds existe,
Mais vous condamnez quelqu'un. On va Donc terminer vite. là, en fait, comme je l'ai dit tantôt ici, ça s'apparente à un règlement de compte. Tout à fait. Ça s'apparente à un acharnement et qui, malheureusement, donne du crédit. En la personne de Moutamba. Pourquoi? Parce que Moutamba, c'est une personne qui est venue avec un certain nombre de réformes à la tête, n'est-ce pas, du ministère de la Justice. Il a été acclamé pour ça, Patrick Lumbala. Ne nous voilons pas la face. Beaucoup de gens ont acclamé. En fait, c'est courage. C'est courage de ces jeunes ministres qui est venu avec de réformes, on va pas qui a pointé du doigt un système qu'il a qualifié de mafieux, qui amène le pays dans une hécatombe sans précédent. Donc c'est là l'objet, au fait, de voir, parce qu'on l'avait dit au début, Patrick Lumbala, on aura la réponse après le prononcé du verdict de l'affaire Constant Moutamba. Et là, en lieu place d'avoir une réponse, moi j'ai encore une question à la place d'une réponse. Je m'interroge encore pour savoir si cette justice est-elle réellement juste, ou cette justice donne la voie, n'est-ce pas, à une, je dirais, à une certaine, je dirais, aura pour condamner, pour dissuader toutes ces personnes-là qui se hasarderont à toucher, à mettre la main dans le trésor public. Tout à fait. Alors, Tony Dibendila, 3 ans des travaux forcés, 5 ans des privations des droits civiques, ça veut dire le droit de voter et les droits d'être élu pour Constant Moutamba. Alors, ma question reste la même. Est-ce qu'on est là face à un aboutissement d'un règlement des comptes longuement et savamment orchestré? Il fallait donc écarter quelqu'un de la vie politique parce qu'il dérangeait. Je l'ai dit tantôt ici, c'est un mauvais message. Pourquoi c'est un mauvais message? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un autre ministre de la Justice. Mais il aura assez de manœuvres pour éradiquer les mauvaises pratiques observées ces dernières années dans le système judiciaire congolais, au regard du fait qu'il vient de voir de ses propres yeux son prédécesseur qui a osé s'attaquer à ça, qui a se tenté, faire broyer carrément. Se faire écarter et jeter en prison. C'est cela justement. Est-ce qu'il aura quel courage? C'est-à-dire que le message ici est celui-ci. Soit tu maintiens les statu quo, car c'est nous qui faisons la loi, soit tu dégages. Si tu ne dégages pas, on va te faire partir. C'est ça les messages. Mais au moins, il y a également une autre question. Qu'il faut-il attendre des réformes entamées, des réformes qui ont vraiment fait peur? Parce qu'il faudra ici rappeler le fait qu'il y a une réactivation de la COGEBISCO, cette commission de gestion des biens et argent confisqués. Tout à fait. Et la COGEBISCO ne fonctionnait quasiment plus. Et la question aujourd'hui, où allait l'argent et les biens confisqués par les juges? Il y a une réactivation de cette commission, mais est-ce que ça va fonctionner? Il y a également l'accélération de la mise en place du parquet financier, c'est quand même à saluer. Il y a également cette loi qui a été approuvée par le gouvernement sur la mise en place de l'inspection des services judiciaires qui devait au moins suivre de près l'action des juges. Tout cela sous l'impulsion des Moutamba. Des Moutamba. Ce sont des réformes qui ont inquiété, qui vont devenir toutes ces réformes. C'est aussi ça le problème. On savait qu'il y a eu, je voulais oublier, la réhabilitation de la prison centrale de Makala, et on ne pouvait plus envoyer comme on veut les gens à Makala, comme cela a été le cas ces dernières années. Mais aujourd'hui, que vont devenir toutes ces réformes? Ce sera la prison centrale qui va bonder de nouveau, parce qu'on sait que ces prisons étaient devenues une sorte de fonds de commerce pour certains juges qui envoyaient les gens là-bas pour gagner et derrière l'envoi dans des prisons. J'ai quand même eu à accompagner l'ancien ministre des droits humains, Fabrice Pouela, lors de la visite à la prison de Makala, et j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai entendu ce que j'ai entendu. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, il faudra dire que les messages, c'est le ministre de la Justice qui fait appliquer la politique du gouvernement dans les secteurs de la justice. Mais si aujourd'hui, lui-même il est mis, si aujourd'hui
il n'est pas capable de manœuvrer. Parce qu'il ne sera pas capable de manœuvrer face au juge. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre au statu quo et il faut s'attendre au fait que quasiment rien ne bouge. Merci Tony-Antoine Dibendila. Je crois qu'on va terminer par là puisque notre temps, le temps nous imparti est pratiquement terminé. Et voilà, terminé complètement. Merci Igor Biwaka. Merci Patrick. Merci Tony-Antoine Dibendila. Patrick, voilà. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure pour décrypter ensemble avec mes invités et vous également justement cette émission, l'actualité économique vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur nos antennes.